Il paraît que sous Richelieu, des nobles quittaient la France tellement l'influence de l'Espagne était grande. Corneille lisait l'espagnol. Lope de Vega l'inspirait. La dame à l'éventail, en 1637, serait la comtesse de Chevreuse. Le décolleté, la main sur le châle, l'éventail, joue sur le caché dévoilé, le fermé et l'ouvert. Douceur, pudeur. Côté gauche, son œil semble dans le vague. À droite, il y a une plus grande proximité. Velázquez peint comme un miroir intercepte celle qui s'y regarde. Ensemble, face à face, et chacun à part soi. D'où ce côté objectif et la profonde relation d'humanité. Dans La couturière, il s'est placé comme en miroir, à la fois extérieur et pleinement présent à la scène. Notre regard est d'abord attiré par la lumière sur les draps blancs et la poitrine. Puis il suit celui de la femme vers l'aiguille et le fil. Ils sont bien là, on les sent, brossés entre les doigts, avec une habile désinvolture, comme desprecio. Mais ils ne sont pas peints. Le coussin sur lequel elle s'appuie est un pur vide. On voit la toile vierge. Ce n'est donc pas une scène de genre ou de séduction. Le geste de la couturière est un spectacle plein de sens. Elle fait ce que le peintre fait lui aussi en substance. Ils se concentrent tous les deux sur le lieu où passe le fil invisible de la vie. Dans cet espace silencieux, se fait jour une idée qu'il reprendra dans sa Vénus au miroir. Peindre le lien qui unit dans la pureté et la distance l'être humain, homme et femme, à la création et la vie. Mais avant ces derniers chefs-d'œuvre, il repart en Italie. Il grimpe dans la hiérarchie du palais, assumant son ambition sociale. Il est aposentador, conseiller de la surintendance des travaux privés. Faisant face à l'envie et à la concurrence, il peint relativement peu, mais garde le fil du grand art et sa profonde modestie. Cela explique sa mine sévère à 51 ans. Le penseur Ortega y Gasset dit qu'il tire sa force d'une intelligence exemplaire de l'inexistence. Sa puissance de synthèse visuelle, son esprit de pénétration et d'égalité font sa réputation. Même le pape le redoute. En 1650, à Rome, Velázquez est introduit au plus haut sommet de l'Église. Un cardinal, un archevêque, avant de commencer des séances de pause avec le pape. Innocent X craint l'intransigeance de son pinceau. Troppo vero, trop vrai, s'exclame-t-il, lorsqu'il voit cette de 49 cm sur 41, en 1649. On est loin de l'idéalisme du beau. Méfiance, recul, et peut-être férocité. Dans cet homme qui semble contenir en lui tout le cri dont l'humanité est capable. Certains ont senti et vu un cri dans la tenture rouge du rideau. L'indépendance foncière de Velázquez est manifeste lorsqu'il expose au portique du Panthéon, puisqu'il a été accepté dans une confrérie des meilleurs peintres de la ville, ce qui lui permet d'exposer là-bas. Il montre le portrait de Juan de Pareja, son esclave musulmane qu'il va affranchir
quelques mois plus tard. Portraitiste exclusif du roi d'Espagne et maintenant du pape, il égale Titien ou Raphaël, notre prédécesseur. Dans les 10 dernières années de sa vie, entre 1650 et 1659, Velázquez a réalisé 3 grands chefs-d'œuvre qui ont pour point commun de présenter des femmes, le miroir. Je vous propose dans cette dernière partie d'essayer de les comprendre. Mais ce n'est qu'un extrait. À bientôt.